La nuit était tombée sur la campagne normande, en ce 5 juin 1944. La pluie s'était arrêtée depuis à peine 1 heure, mais l'odeur de la terre mouillée demeurait suspendue dans l'air, mêlée à celle du diesel et au souffle métallique d'une guerre qui approchait. Dans l'ombre d'une grange abandonnée, près de Caen, 4 silhouettes se tenaient debout sous un drapeau français effiloché, qui ne flottait plus seulement pendu, humide et replié contre le mur. Ce n'étaient ni des fantassins, ni de simples saboteurs. C'étaient des aviateurs, des pilotes français, ce qu'il restait des forces aériennes françaises libres. Leurs avions, 3 Spitfire cabossés et un seul Typhoon, reposaient sous un camouflage de filets imbibés d'eau. Sur les fuselages, les cocardes tricolores fraîchement peintes masquaient encore les anciennes marques britanniques, symboles fragiles mais brûlants d'une France renaissante après 4 longues années d'occupation. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Pendant la majeure partie de la guerre, ces hommes avaient été des fantômes dans des ciels étrangers, combattant sous commandement anglais, parlant anglais dans leur radio, recevant des ordres de visage qu'ils ne reverraient jamais. Mais ce soir-là, ils étaient de retour chez eux. Leur mission semblait simple: protéger l'invasion alliée du contre-attaque de la Luftwaffe, prévue à l'aube sur les plages. Pourtant, derrière ce devoir, une autre raison plus intime, plus ardente, résonnait dans leur cœur: la rédemption. Car pour des hommes comme le capitaine Étienne Vallière, âgé de 36 ans, voler cette nuit-là n'était pas une simple opération militaire. C'était un retour à la terre qui les avait, autrefois rejetés, une chance de laver l'humiliation subie lorsque la France s'était effondrée en 40. Étienne observait son petit groupe, les traits tendus par la fatigue, mais les yeux illuminés d'une même flamme. Il y avait le lieutenant Jacques Moreau, 27 ans, un casse-cou venu de Toulouse, dont le sourire disparaissait toujours au moment du décollage. Le sergent Lucien Caron, mécanicien devenu mitrailleur, silencieux et patient, capable de réparer n'importe quoi avec du fil de fer et une prière. Et enfin, l'adjudant Henri Favre, 22 ans, tout juste sorti de l'école de pilotage lorsque l'armistice avait brisé ses rêves. Il se faisait appeler l'escadrille tricolore, un nom plus symbolique qu'officiel, car il ne restait que 4 pilotes, 4 avions, et une ultime chance de rappeler aux Allemands que la France volait encore. Au-dessus d'eux, le tonnerre roulait vers l'est. Ce n'étaient pas des nuages, mais la rumeur lointaine des avions alliés qui traversaient la Manche par milliers. D'ici le lever du jour, plus de 11 000 appareils auraient survolé la Normandie bombardier, chasseurs, transports. Le ciel, bientôt, appartiendrait de nouveau à la liberté. Étienne leva les yeux. Entre les fissures du toit, il apercevait le reflet de la lune sur la tôle des Spitfire. Ces machines avaient tout enduré: le sable d'Afrique, les pluies d'Angleterre, les combats de Dieppe. Elles n'étaient plus jeunes, tout comme leurs pilotes, mais elles tenaient encore debout par volonté, par mémoire, par fierté. Il sortit de sa poche un petit médaillon terni, celui que son père lui avait offert lorsqu'il avait rejoint l'aviation en 1939. À l'intérieur, une photo de sa femme, disparue lors des bombardements de Paris. Étienne referma le pendentif avec douceur. Ce soir, pensa T-il, elle le verrait voler une dernière fois. Jacques Moreau brissa le silence d'une voix. « Rauque, capitaine, on dirait que le ciel attend juste notre signal. » Étienne esquissa un sourire. « Oui, Jacques, mais ce soir, le ciel n'attendra pas. C'est à nous de le réveiller. » Lucien, le mécanicien, alluma une lampe couverte d'un tissu rouge. La faible lueur dansait sur les murs, révélant les visages creusés par la fatigue. Henri, le plus jeune, tenait ses gants d'aviation contre sa poitrine, comme s'il priait en silence. « Vous avez peur ?» demanda-t-il soudain. « Toujours, » répondit Étienne, « c'est ce qui nous garde vivants. » Dehors, le vent se leva, charriant le grondement lointain des moteurs alliés. Étienne fit signe à ses hommes. Ils sortirent un à un dans la nuit, les bottes s'enfonçant dans la boue. Leurs avions attendaient, silhouettes fantomatiques sous la lune. Chaque moteur, une promesse. Chaque aile, un serment. Le Typhoon d'Étienne portait sur le nez un emblème peint à la main, un aigle brisé, mais encore debout. Sur le fuselage, il avait fait graver une phrase, pour ceux qui n'ont pas pu rentrer. Lucien donna un dernier coup de clé à la pompe à essence, puis recula lentement.
Les réservoirs sont pleins, capitaine. Et les cœurs aussi, je crois. Étienne hocha la tête. Alors, que Dieu nous pardonne si nous devons brûler le ciel pour qu'il se souvienne de nous. Un à un, les moteurs rugirent, brisant le silence rural de la Normandie. Les oiseaux s'envolèrent des arbres, effrayés. Dans le fracas des hélices, les 4 hommes montèrent dans leurs cockpits. Leurs voix se croisèrent dans les radios grésillantes. Escadrille tricolore, ici Vallières. Vérifiez les instruments. Formation en diamant, cap au nord-est. Reçu, répondit Jacques, déjà impatient. On va leur montrer comment volent les Français. Henri ajusta ses lunettes. Lucien murmura une courte prière. Puis les 4 avions s'élancèrent dans la nuit, traçant des sillons d'argent dans le ciel noir. Au loin, vers les plages encore endormies, les premières vagues d'appareils alliés passaient déjà en grondant. Étienne sentit la chair de poule lui parcourir les bras. Il pensa aux milliers d'hommes, de marins, de parachutistes, qui à cette même heure priaient aussi chacun à sa manière pour voir un autre jour se lever. Sous lui, les champs normands défilaient comme un océan de ténèbres. La France dormait encore, inconsciente que son destin se jouait déjà dans le fracas des moteurs. Dans ses écouteurs, la voix de Jacques retentit. « Capitaine, j'ai des contacts à 2 heures. Peut être des Messerschmitt. » Étienne serra la manette. « Alors préparez-vous, messieurs. Ce soir, le ciel de France va parler notre langue. » Et au moment où leurs Spitfire piquèrent vers l'est, une lueur blanche fendit la nuit un éclat d'étoiles filantes, ou peut être le reflet d'un obus lointain. 4 silhouettes françaises s'enfonçaient dans le cœur de la tempête, vers un combat que l'histoire oublierait peu, être, mais que le ciel, lui, n'oublierait jamais. Avant de disparaître dans les nuages, Étienne prononça les mots que seul le vent entendit. La première lueur de l'aube trouva l'escadrille filant à basse altitude au-dessus des ais normandes, les moteurs grondant comme des lions en cage. En dessous, les champs de Normandie s'étendaient, vertes et dorées, baignés de rosée et d'histoire. Leurs ombres glissaient sur les routes boueuses, sur les fermes silencieuses, sur les vergers encore endormis. Chaque battement d'ailes semblait réveiller la terre elle-même, comme si la France retenait son souffle. La radio grésilla soudain, envahie par des voix britanniques. « Blue Leader, this is Control. » Des rapports signalent des chasseurs allemands venant d'Argentan. Estimation. Plus de 20 appareils. Engagés et détournés. Je répète, engagés et détournés. Étienne répondit d'une voix ferme, sans la moindre hésitation. Reçu. Escadrille tricolore, en route pour intercepter. À 20 000 pieds, le monde changea. Les nuages s'ouvrirent en de vastes draperies blanches, et le ciel révéla son champ de bataille. Des traînées de condensation zébraient le bleu pâle comme des cicatrices d'argent. Le soleil montait lentement, lavant la mer de nuées d'une lumière dorée. Puis, ils les virent. 20 chasseurs ennemis des Messerschmitt Bf 109 glissant dans le ciel avec une assurance glaciale. Leur formation était parfaite, mathématique. Sous la lumière du matin, leurs extrémités d'ailes brillaient comme des lames d'acier, prêtes à trancher le jour naissant. Pendant un instant suspendu, les pilotes allemands sourirent. Ils pensaient affronter une énième patrouille de Spitfire britanniques. Ils avaient combattu ces adversaires des centaines de fois, et souvent, ils en étaient sortis vainqueurs. Mais lorsque la distance se réduisit, le soleil accrocha soudain les couleurs peintes sur les ailes d'Étienne, le bleu, le blanc et le rouge de la cocarde française. Les sourires disparurent aussitôt. Dans la radio, une voix rauque éclata, chargée de stupeur. Verdun, Franzosen, des Français. Et alors, le ciel se déchira. Étienne plongea le premier. Ses mitrailleuses rugirent, projetant un torrent de feu. Les traçantes fendirent l'air, criblant le fuselage d'un Messerschmitt. L'avion allemand prit feu, plongea en vrille et s'écrasa dans une gerbe de flammes. Jacques suivit aussitôt, riant à travers les interférences de la radio. Il ne s'attendait pas à voir des fantômes, capitaine. En quelques secondes, le ciel au-dessus de la Normandie devint un balai de feu et de fumée. Les traçantes dessinaient des rubans oranges dans la lumière de l'aube. Des nuages noirs d'huile brûlée flottaient dans l'air, lourds et toxiques.
Étienne tira sur le manche, son Spitfire s'éleva dans une ascension verticale. La force centrifuge écrasa sa poitrine, le souffle court, le cœur battant comme un tambour de guerre. « Henri, tourne à gauche !» hurla-t-il. Trop tard. Le Typhoon d'Henri trembla, frappé de plein fouet par un tir de canon. Une traînée d'huile noire jaillit de son moteur. Dans la radio, la voix du jeune pilote vibra, secouée, presque enfantine. « Je suis touché, capitaine. Pression d'huile perdue. » Étienne serra les dents. « Éjecte-toi, Henri. » Mais la réponse fut calme, presque paisible. « Non, capitaine. Pas encore. J'en emporterai un avec moi. » Henri jeta un coup d'œil au médaillon suspendu à son tableau de bord, une petite médaille de Saint-Christophe, offerte par sa mère avant son départ de Lyon. Il l'effleura du bout des doigts, un sourire triste au coin des lèvres, puis il redressa son Typhoon meurtri, le fit rugir une dernière fois et fonça droit vers un chasseur allemand qui montait pour l'achever. Le choc fut d'une pureté terrifiante. Une explosion blanche déchira les nuages. Les deux appareils disparurent dans un cri de métal et de feu. Un silence glacé suivit, brisé seulement par le souffle du vent. La voix de Lucien s'éleva brisée. « Mon Dieu !» Étienne força son ton à rester solide. Il a tenu la ligne, pour nous, pour la France, continuer le combat. La colère et la douleur se mêlèrent à l'adrénaline. Jacques passa en piqué sur un Messerschmitt qui tentait de fuir. 3 rafales précises, et l'avion ennemi éclata en 1000 fragments. Lucien, dans son Spitfire, poursuivit un second chasseur allemand à travers un banc de nuages. Les silhouettes dansaient, s'entrecroisaient, disparaissaient, puis réapparaissaient dans des éclairs de feu. Étienne sentit la sueur couler le long de son front, malgré le froid de l'altitude. Les balles sifflaient, invisibles, traçant la mort dans l'air. Son tableau de bord vibrait, des éclats de verre volaient. Chaque seconde semblait suspendue entre la vie et l'oubli. Soudain, il distingua un Messerschmitt isolé, cherchant à reprendre de la hauteur. Il fonça dessus, ajusta la visée et pressa la détente. Les balles perforèrent le cockpit, l'avion allemand bascula, laissant échapper un mince filet de fumée grise avant de s'écraser dans un champ. La radio grésilla à nouveau. « Capitaine, ici Jacques. » Munitions presque vides. « On fait quoi ?» Étienne jeta un regard au compteur de carburant, puis vers la côte, où le ciel s'illuminait déjà des premiers bombardements alliés. « On rentre pas encore. Tant qu'un seul d'entre eux vole, on reste. » Lucien, haletant, répondit. Henri aurait dit pareil. Pendant un court instant, un silence respectueux enveloppa leur fréquence. Chacun, à sa manière, pensait au jeune pilote disparu. Étienne leva les yeux, imaginant l'âme d'Henri traversant le ciel au-dessus d'eux, porté par sa foi et son courage. Mais la bataille n'était pas finie. Un nouveau groupe de chasseurs allemands apparut à l'horizon, leurs silhouettes sombres découpées contre le soleil levant, 3 contre 15. Le calcul était insensé. Pourtant, aucun d'eux ne tourna le dos. « Escadrille tricolore », dit Étienne. « Formation serrée. On se bat jusqu'à la dernière cartouche. » Les 3 Spitfires se rapprochèrent, ailes presque jointes. Puis ils plongèrent une nouvelle fois dans le maelstrom. Les explosions se succédèrent, les obus éclataient tout autour d'eux. Jacques toucha 2 cibles avant qu'un projectile n'arrache son aile droite. Sa voix monta, déformée par le chaos. « Capitaine, je n'ai plus de contrôle. Dites à ma mère que j'ai volé jusqu'au bout. » Un instant plus tard, son avion s'écrasa quelque part derrière les lignes ennemies. Étienne ferma les yeux une fraction de seconde, incapable de répondre. Il ne restait plus que lui et Lucien. 2 avions français contre un ciel entier de fer. Étienne sentit la rage se transformer en une étrange sérénité. Il appuya sur le bouton de son micro. « Lucien, quoi qu'il arrive, souviens-toi. Nous ne sommes pas morts. Nous volons simplement ailleurs. » Lucien répondit dans un souffle. « Toujours, capitaine. » Les 2 Spitfires s'élancèrent une dernière fois vers l'est, traçant 2 sillons lumineux dans le ciel rougeoyant. En dessous, les plages normandes s'embrasaient, et la France, enfin, commençait à se libérer. Sous eux, les plages brûlaient. Depuis leur altitude, l'invasion paraissait presque irréelle, une marée vivante de navires s'étendant jusqu'à l'horizon, des chars rampant à travers la fumée
et les éclats noirs de la DCA, jaillissant des batteries côtières. Le ciel vibrait du tonnerre de milliers de moteurs, et la mer entière semblait s'être changée en acier et en feu. Dans les écouteurs d'Étienne, la voix du contrôleur britannique résonna, hachée par l'interférence. Be advised. Enemy bombers inbound from Falaise. Ju 88, plusieurs escadrilles. They're heading for the beaches. Les chasseurs allemands avaient été le bouclier. Les bombardiers, eux, étaient l'épée. Étienne tourna brusquement son Spitfire, la sueur coulant sur ses tempes. Jacques, Lucien, on les intercepte avant qu'ils n'atteignent la côte. C'est un ordre. Les deux hommes acquiescèrent sans un mot. Ensemble, ils piquèrent, leurs moteurs hurlant sous la pression du vent. L'air vibrait, les ailes tremblaient, et sous leurs yeux le monde se déployait. 30 bombardiers Junkers Ju 88, avançant lentement à travers la brume, ventreuse et sinistre, le ventre rempli d'explosifs destinés à la flotte alliée. La voix de Jacques jaillit dans la radio. On dirait une forteresse volante de damnés. Étienne répondit froid et précis. Alors renvoyons-les là, point bas. Ils attaquèrent du soleil, plongeant sur les bombardiers avec la lumière dans le dos. Le premier passage fut meurtrier. 2 appareils allemands explosèrent aussitôt, leurs carcasses embrasées traçant des spirales de fumée noire vers la mer. Mais la riposte fut immédiate. Les mitrailleuses antiaériennes crachèrent leur feu. Le ciel se couvrit d'éclats, de fumée, de métal. Des gerbes d'obus éclataient autour d'eux, transformant la lumière du matin en une tempête d'étincelles. Un choc sourd retentit dans le micro. « Je suis touché », rapporta Lucien, la voix entrecoupée. « Des éclats ont traversé le fuselage, mais je vole encore. Je me bats encore. » Étienne tira sur le manche, plaçant son Spitfire à sa hauteur. L'avion de Lucien saignait de flammes, mais il tenait bon. « Tiens la formation, Lucien. On n'a pas fini. Pas encore. » Ils replongèrent, ensemble, droit dans la gueule du monstre. Les mitrailleuses crépitèrent, traçant des arcs de feu à travers les bombardiers ennemis. Un Ju 88 se disloqua en plein ciel, les morceaux tournoyant comme des feuilles en feu. Un autre prit feu, ses ailes se repliant avant d'exploser dans un éclair orange. Chaque seconde devint une éternité. Tout n'était plus que bruit et mouvement moteur, flammes, battements de cœur et peur pure. Étienne sentait les vibrations dans ses os, le goût du métal dans sa bouche. Puis, soudain, le silence. Les bombardiers rompirent leur formation. Le dernier se retourna, fuyant vers le nord. Les autres l'imitèrent, laissant derrière eux un ciel déchiré de fumée et de lumière. Étienne baissa les yeux. Le voyant de carburant clignotait rouge. Le Spitfire était percé de toutes parts. Pourtant, il sourit faiblement. Ils avaient tenu. Ils avaient repoussé l'assaut. Sous leurs ailes, la Normandie survivait. Les plages tenaient. Les renforts allemands n'arriveraient jamais. Sur le sable, au milieu du chaos des barges et des fumées, des jeunes soldats levaient la tête et apercevaient les ailes tricolores filant dans le ciel. Pas britanniques, pas américaines, françaises, et ils acclamèrent. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Étienne serra dans sa main gauche un petit objet que le recul du combat avait fait glisser de sa poche. Une vieille montre de gousset, fendue mais encore battante, celle de son père, qu'il portait depuis le premier jour de la guerre. Il l'ouvrit une dernière fois. Les aiguilles tournaient encore, obstinées, comme le cœur d'un pays refusant de mourir. Il murmura pour lui seul, dans le vrombissement du moteur, pour la France et pour ceux qui nous regardent d'en haut. Puis il redressa son avion, suivant la côte où le jour se levait enfin sur un monde en train de renaître. À midi, le terrain d'aviation de Bazanville reprenait vie. C'était l'un des tout premiers aérodromes temporaires alliés construits sur le sol français. Les ingénieurs travaillaient au milieu des plaques d'acier, de la boue et des carcasses de camions, assemblant une piste à partir de rien. Les marteaux résonnaient, les moteurs d'avion rugissaient, et l'air sentait le pétrole, la pluie et la poussière mêlée. Quand le Spitfire d'Étienne revint, cahotant, l'un des trains d'atterrissage à demi tordu, les mécaniciens se précipitèrent vers lui,
l'incrédulité dans les yeux. L'appareil semblait avoir traversé l'enfer. Étienne descendit lentement du cockpit, son uniforme déchiré, le visage strié de suie et de sang séché. « 2 appareils perdus, dit-il simplement. Mais les bombardiers ont rebroussé chemin. Un officier britannique s'approcha et lui tapa l'épaule. « Bloody good show, Captain. Sans vous, ces ponts seraient désormais des gravats. » Étienne ne répondit pas. Il regardait vers l'ouest, là où le ciel se teintait d'un gris sel. Henri. Lucien. Ils sont encore là, pas, murmura Théil. Les heures passèrent, lourdes, ponctuées seulement par les rugissements des avions qui décollaient sans fin, puis un petit véhicule déboula dans la boue. À l'arrière, on aperçut Lucien, vivant, mais le visage brûlé, la combinaison de vol noircie par la fumée. Henri ne s'en est pas sorti, souffla Théil. Il a percuté un Messerschmitt. En plein ciel. Les deux ont explosé ensemble. Le silence s'abattit comme un linceul. Étienne ferma les yeux, une main crispée sur sa nuque. Le soleil déclinait lentement derrière les collines de Normandie. Ce soir-là, ils enterrèrent ce qu'il restait d'Henri Favre au bord du champ. Le sol était encore humide, et l'odeur du carburant flottait dans l'air. Étienne se pencha, plaça soigneusement les ailes de pilote tordues, noircies sur la petite croix de bois improvisée. Il y ajouta un objet retrouvé dans la poche du disparu, un briquet en argent, cabossé, celui qu'Henri portait depuis le premier jour de leur entraînement. Un porte-bonheur, disait-il toujours. Tant que la flamme brûle, je reviendrai. Étienne resta là longtemps, les mains jointes. 20 minutes, murmura-t-il, c'est le temps qu'il les a tenus. 20 minutes, qui ont changé tout un débarquement. Personne ne répondit. Seul le grondement lointain des Typhoons, des Mustangs et des Spitfire remplissait le silence, comme un cœur d'acier rendant hommage à ceux qui ne reviendraient plus. Quand le soleil disparut derrière le rideau de fumée, Étienne comprit enfin. Ils n'avaient pas seulement combattu pour la France, ils avaient combattu en tant que France. Pour la première fois depuis la chute de Paris, l'insigne tricolore flottait librement dans le ciel français. Et dans cette lumière mourante, Étienne leva les yeux vers les avions qui passaient, laissant échapper un souffle de paix. Henri, tu voles encore. Les semaines passèrent, lentes et rugissantes à la fois. La bataille de Normandie faisait toujours rage. Autour de Bazonville, les champs jadis paisibles étaient devenus un océan d'acier et de boue. Le grondement des moteurs résonnait jour et nuit, un tonnerre mécanique qui ne s'interrompait jamais. Là où, autrefois, les vaches broutaient en silence, s'élevaient désormais des colonnes de fumée, des tentes militaires, des hangars improvisés. Les herbes hautes avaient cédé la place à des plaques métalliques, et chaque aube apportait son cortège d'avions blessés et de pilotes fatigués. Les escadrilles françaises, enfin regroupées sous le même drapeau, participaient à l'offensive alliée. Elles lançaient mission après mission contre les convois allemands, les dépôts de munitions, les ponts et les routes encombrées de blindés ennemis. Leur travail se faisait dans l'ombre, leur victoire restait muette, et leurs pertes, souvent, n'étaient jamais inscrites nulle part. Mais chaque sortie, chaque retour, portait le poids d'un rêve vieux de 4 années, celui d'une France qui reprenait son ciel. Un matin, alors que le vent sentait encore la poudre et la pluie, Étienne se tenait à côté d'un commandant britannique venu inspecter la piste. L'homme, la cinquantaine énergique, désigna la surface de métal ondulée où les Spitfires s'alignaient comme des flèches. « Nous avons bâti cet endroit en 7 jours, déclara-t-il fièrement. Filets d'acier, planches de bois, carburant convoyé depuis la côte, on décolle à midi, et à l'heure du thé, on bombarde l'Allemagne. » Étienne esquissa un sourire discret. « Et les Français, dans tout cela ?» demanda-t-il. Le Britannique se tourna vers lui, l'œil pétillant. « Vous, capitaine, vous êtes le rappel que cette guerre n'appartient à personne. Elle appartient à tous ceux qui refusent de plier. Non loin de là, un petit groupe d'enfants du village libéré s'était approché. Ils tenaient des drapeaux tricolores faits de tissus récupérés et de bouts de bois. Les rumeurs avaient couru. Des pilotes français étaient revenus voler sur leur propre terre. Pour ces enfants, ils n'étaient pas des soldats, mais des légendes vivantes. Quand Étienne s'approcha, un garçonnet, pas plus de 8 ans, leva les yeux vers lui. « Monsieur,
Est-ce vrai que vous avez chassé les Allemands? Étienne se baissa à sa hauteur, le regard doux. Non, petit, nous n'avons pas chassé des hommes, mais leurs ombres. L'enfant cligna des yeux, intrigué. Leurs ombres? Étienne désigna le ciel, où un escadron passait lentement, traçant des lignes blanches dans l'azur. C'est là-haut que la liberté a recommencé à vivre. Le garçon sourit, découvrant une dent manquante. Alors, vous êtes les premiers à l'avoir ramené à la maison. Étienne resta silencieux un instant, regardant l'horizon encore enfumé, les ruines au loin. Le vent soulevait des lambeaux de fumée grise, et dans cette lumière dorée, il sut que l'enfant avait raison. Ce qu'ils avaient fait dépassait la guerre. Ils n'avaient pas seulement combattu pour libérer un pays, mais pour lui redonner un souffle, une voix. Les Allemands avaient ri, autrefois, en entendant que des pilotes français reprenaient les airs. Ils les appelaient des fuyards, des hommes d'hier, des pilotes de fortune volant sur des avions empruntés. Mais ce jour-là, quand les ailes tricolores fendirent les nuages au-dessus de la Normandie, même la Luftwaffe avait cessé de sourire, car ils avaient vu quelque chose qu'ils croyaient morte à jamais, l'espoir. Le soir venu, Étienne regagna le baraquement qu'il partageait avec 2 jeunes pilotes, fraîchement arrivés du front italien. Il s'assit sur sa couche et sortit de sa poche un petit carnet de cuir noir, couvert de suie et d'éclats d'obus. C'était le journal d'Henri Favre. On l'avait retrouvé quelques jours plus tôt, coincé dans les débris calcinés de son Typhoon. Les pages étaient brûlées sur les bords, mais certaines phrases demeuraient lisibles. Étienne tourna lentement les feuillets. Les mots d'Henri y vibraient d'une sincérité désarmante. « Si je tombe, que le ciel se souvienne de nous. Nous ne sommes pas des ombres, mais les ailes d'un pays qui renaît. » Il referma le carnet, le tenant longuement contre son cœur. Ce petit livre devint son nouvel artefact, son talisman. Chaque fois qu'il volait, il le glissait dans la poche intérieure de sa veste de vol. Et chaque fois qu'il entendait le rugissement des moteurs, il se souvenait du rire d'Henri, du silence de Lucien, du courage de Jacques. Les semaines suivantes, les missions se succédèrent, les bombardements devinrent plus rares à mesure que les Alliés progressaient vers Caen. Les routes s'ouvraient, les villages se libéraient, et les drapeaux français réapparaissaient sur les clochers brisés. Un matin, Étienne survola un champ où des enfants avaient tracé dans la terre un grand mot visible depuis le ciel. « Merci ». Il en eut les larmes aux yeux. « Jamais », pensa-t-il. Il n'avait imaginé que la guerre pourrait contenir autant de beauté dans ces ruines. Lorsque enfin les combats s'éloignèrent vers l'est, l'aérodrome de Bazanville commença à se vider. Les avions furent déplacés, les tentes démontées, et le vent se remit à souffler librement à travers les herbes sauvages. Étienne resta seul un moment sur la piste, regardant les traces de pneus dans la boue séchée. Chaque empreinte racontait un départ, un retour ou un sacrifice. Il leva une dernière fois les yeux vers le ciel. Dans la lumière du soir, il lui sembla apercevoir, très haut, 4 avions volant en formation serrée. Peut être n'était-ce qu'un mirage, ou peut être... Il murmura. Jacques, Lucien, Henri, vous volez encore, mes frères. Un souffle de vent répondit, soulevant la poussière et agitant doucement le drapeau français planté près du hangar. Le tissu battit au vent, rouge, blanc et bleu, comme un cœur qui refuse de s'éteindre. Étienne serra le carnet d'Henri une dernière fois, puis le ringea dans sa veste. Il s'éloigna lentement de la piste, les bottes s'enfonçant dans la boue, le regard tourné vers l'horizon. La guerre n'était pas finie. Mais pour lui, ce jour-là, quelque chose venait de s'achever. Non pas une bataille, mais un deuil. Celui d'une génération qui avait perdu tout sauf la foi. Et tandis que le soleil disparaissait derrière les collines de Normandie, Étienne comprit enfin que les fantômes du ciel ne demandaient pas à être pleurés seulement à être souvenus. Car tant que quelqu'un, quelque part, lèverait les yeux vers les nuages en se souvenant d'eux, la France, elle aussi, continuerait de voler. 20 années s'étaient écoulées depuis la bataille de Normandie. C'était l'été de l'an 1964. Étienne Vallière, cheveux blanchis par le temps et rides creusées par le vent, descendait lentement d'une voiture poussiéreuse sur une route de campagne oubliée. Le moteur s'éteignit et le silence s'installa aussitôt, vaste, presque sacré. Devant lui, les champs s'étendaient à perte de vue, ondulant sous la brise. Là où autrefois grondait la guerre,
La vie avait repris ses droits. Les blés, hauts et dorés, balançaient doucement sous le soleil. Le vieil aérodrome de Bazanville avait disparu depuis longtemps. Aucun avion, aucun hangar, aucune piste ne subsistait. La nature avait tout repris, lentement mais sûrement, comme si le sol avait voulu refermer les cicatrices de son passé. À la place des plaques d'acier et des tentes, il n'y avait plus qu'une mer dorée de blé, parsemée de coquelicots et de bleuets. Seul un petit monument de pierre, à demi caché derrière l'église, témoignait encore de ce qui avait été. Étienne s'approcha. Il marcha lentement, appuyé sur une canne de bois sombre, souvenir d'une vieille blessure de guerre. Ses bottes craquaient sur le gravier. Devant le monument, il s'arrêta. La pierre grise portait une inscription simple, gravée à la main. Ici ont volé les pilotes français, libres de l'escadrille tricolore, qui défendirent le ciel de Normandie et rendirent à la France ses ailes. Il resta immobile un long moment, les yeux fixés sur les mots. Le vent soufflait doucement, soulevant la poussière et les épis autour de lui. Dans le lointain, on entendait le murmure de la mer, ce même murmure qui, 2 décennies plus tôt, accompagnait les rougissements des avions et les cris des soldats. Étienne ferma les yeux. Il pouvait presque sentir encore la vibration du moteur, l'odeur de l'essence et de la poudre, la brûlure du métal chaud dans ses mains. Un grondement lointain fit soudain vibrer l'air. Étienne leva les yeux. Très haut dans le ciel, un avion à réaction fendait les nuages un mirage treux, silhouette argentée, rapide et élégante, symbole de la France nouvelle. La machine disparut bientôt dans l'azur, laissant derrière elle une traînée blanche. Étienne sourit. « Nous avons volé pour qu'il puisse voler », murmura-t-il. De sa poche, il sortit un petit coffret de bois, poli par le temps. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur reposaient les ailes de pilote d'Henri Favre, tordues et noircies, qu'il avait gardées toutes ces années. Il les avait nettoyées, polies, mais jamais restaurées. Elles portaient encore les marques du feu et du sacrifice. Étienne les contempla longuement, comme s'il y voyait encore le visage du jeune homme, son sourire timide, sa voix tremblante à la radio, ce jour où il avait dit « Pas encore, capitaine. Je vais en emmener un avec moi. » Il posa doucement les ailes au pied du monument. Puis, après un instant d'hésitation, il sortit un autre objet de sa veste, un petit médaillon d'argent, éraflé, qu'il n'avait jamais montré à personne. À l'intérieur, une minuscule photographie, jaunie par le temps. Elle représentait 4 hommes, en combinaison de vol, riant devant un Spitfire couvert de boue. Étienne, Henri, Lucien et Jacques. L'escadrille tricolore, au complet. Il déposa le médaillon à côté des ailes, sur la pierre froide. « Voilà, mes frères, » dit-il d'une voix rauque, « vous n'êtes plus seuls. » Le vent redoubla un instant, comme un souffle venu du passé. Les épis de blé s'inclinèrent, et les feuilles de l'arbre voisin frémirent. Étienne leva les yeux vers le ciel, ébloui par la lumière. Dans son esprit, les images revinrent, claires comme au premier jour. Il se revit jeune, dans cette même campagne, la nuit du 5 juin 1944. La pluie, les moteurs, la peur, le départ vers l'inconnu. Il se revit aux commandes de son Spitfire, le cœur battant au rythme du moteur, tandis que les nuages s'ouvraient sur un champ de bataille céleste. Il revit Henri, s'élançant contre un Messerschmitt en flammes, Jacques riant à la radio, défiant la mort à chaque manœuvre. Lucien, silencieux, priant entre 2 tirs. Leur voix résonnait encore dans sa mémoire, mêlée au bourdonnement du vent. Par moments, il lui semblait les entendre vraiment. « Henri, break gauche. Jacques, couvre-moi. Lucien, feu à volonté. » Puis le silence, lourd et définitif. Étienne inspira profondément. Le parfum des champs lui rappela que le monde avait changé. Les avions d'aujourd'hui volaient plus vite, plus haut, plus loin. Les jeunes pilotes, casqués et bardés d'instruments, ne connaissaient plus le frisson du cockpit ouvert ni la peur du combat à vue. Et pourtant, pensa-t-il, tout cela existait grâce à ceux qui étaient tombés avant eux. Il s'assit sur un vieux muret près du monument. Son regard se perdit vers l'horizon.
Une femme âgée passa sur le chemin, un panier de fleurs à la main. Elle s'arrêta, le reconnut peu, être. « Vous étiez pilote, n'est-ce pas » demanda-t-elle doucement. Étienne hocha la tête. Autrefois. Dans une autre vie. Elle déposa quelques coquelicots au pied du monument. Mon père disait qu'il vous avait vu voler, en 44. Il racontait que le ciel s'était allumé ce jour-là, comme si la France renaissait. Elle lui sourit, puis s'éloigna. Étienne resta seul, le regard fixé sur la pierre et les fleurs rouges qui s'y mêlaient. Le soleil descendait lentement. L'air devint plus frais, plus doré. Étienne sentit le poids du temps sur ses épaules, mais aussi une étrange paix. Peut être, pensa-t-il, que la guerre n'était jamais vraiment finie, elle changeait seulement de forme. Elle passait d'un ciel à un autre, d'une mémoire à une autre. Il rouvrit le coffret et ajouta un dernier objet. Un morceau de tissu qu'il gardait depuis des décennies. C'était une bande de toile tricolore arrachée à la queue de son Spitfire le jour où il avait effectué son dernier vol de combat. Les couleurs, bien que ternies, restaient reconnaissables. Le bleu, le blanc et le rouge de la liberté. Il posa la bande à côté des ailes et du médaillon. Puis, s'agenouillant lentement, il prononça quelques mots. « Pour vous, mes frères, pour la France que nous avons rêvée, pour le ciel qui se souvient. » Un silence solennel suivit, interrompu seulement par le souffle du vent. Étienne resta là, les yeux fermés, jusqu'à ce que les ombres s'allongent. Au loin, le son d'un autre avion se fit entendre plus grave, plus puissant. Étienne leva la tête et vit une formation de 4 jets filer à travers les nuages. Il volait en losange parfait, dessinant une figure familière. Il sentit ses lèvres trembler. Était-ce une coïncidence? Ou bien un hommage? Il leva la main vers eux, comme pour saluer. Dans la lumière du soir, les avions scintillaient, et pendant un instant, il crut apercevoir derrière eux 4 ombres plus anciennes, 4 silhouettes d'un autre âge. Un Spitfire, un Typhoon, un rêve. Les jets disparurent. Le silence retomba. Étienne sourit, les larmes aux yeux. Il murmura. Le ciel se souvient toujours. Le soleil disparut derrière les collines, teintant le ciel de rouge et d'or. Le vent porta ces paroles au loin, comme un message destiné à ceux qui n'étaient plus. Quand la nuit tomba, Étienne se releva avec difficulté. Il fit quelques pas, puis s'arrêta pour contempler une dernière fois le monument. La pierre semblait briller sous la lueur du crépuscule. Les ailes d'Henri, le médaillon, le tissu tricolore, tout semblait à sa place. Un petit sanctuaire pour ceux qui avaient offert leur jeunesse au vent. Il reprit la route à pied, lentement, sans se retourner. Ses pas résonnaient sur le chemin de terre, rythmés par le souffle du soir. Derrière lui, les champs s'assombrissaient, et le monument disparaissait dans la brume. Mais dans le ciel, là où les premières étoiles commençaient à scintiller, 4 points lumineux semblaient encore voler, côte à côte. Peu, être n'était-ce que des étoiles, peu, être pas. Ce soir-là, sur la Normandie apaisée, le vent emporta le souvenir des ailes perdues, et tandis qu'Étienne s'éloignait, le monde continuait de tourner, paisible, ignorant que chaque souffle d'air, chaque battement d'ailes, portait encore l'écho de ces hommes qui avaient refusé de tomber. Le ciel se souvenait, toujours, et, au fond de lui, Étienne savait qu'il n'y avait pas de fin à ce souvenir parce qu'il vivait désormais dans chaque pilote, dans chaque drapeau qui flottait, dans chaque enfant levant les yeux vers l'horizon. La guerre avait pris fin, mais le courage, lui, ne s'était jamais posé. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.